Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 20 avril. La 51e édition de la Semaine d'action bénévole, la bibliothèque de semences du local, un appel à la prudence sur nos routes, 2 nouveaux navires pour conception navale FMP et la clinique d'hygiène dentaire Fay-Poirier. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous allons débuter avec la semaine d'action bénévole qui s'en vient à grands pas. On en discute avec 2 personnes travaillant au Centre d'action bénévole Saint-Siméon, Port-Daniel. La semaine de l'action bénévole, c'est quoi le thème cette année? Le thème cette année, c'est En route vers le bénévolat. Dans le fond, en route vers le bénévolat, c'est quoi une route? C'est un chemin qui nous permet de relier une personne à l'autre, que ce soit un voisin ou quand on va au travail, on prend toujours la route. Donc le principe est un peu le même, on prend toujours la route pour se rendre avec nos bénévolats. Puis, tu sais, on pense, par exemple, quand on fait des rassemblements, souvent on va remplir une route, on va se rendre vers là. C'est un peu ça l'idée, c'est de rassembler les bénévoles vers le même chemin qui est, dans le fond, d'aider les gens dans leur propre communauté. C'est quoi les impacts du bénévolat dans notre communauté? Ben écoute, il faut penser que c'est comme le 3/4 des gens font du bénévolat d'une manière ou d'une autre. Fait que, tu sais, c'est des milliers de personnes qui rendent un service à leurs voisins, qui vont s'impliquer dans une organisation comme la nôtre, par exemple, ou une ligue de soccer ou quoi que ce soit, qui vont... Bref, c'est tout ce qui est une volonté gratuite d'aider les gens. Puis ça, ben écoute, ça a une grande valeur au niveau de la communauté. S'il n'y avait pas tous ces gestes-là qui se passeraient, ben la communauté serait plus isolée, serait plus éparpillée à droite à gauche. Puis ben de l'autre côté, ben les bénévoles, eux, dans le fond, ça permet plein de choses, que ce soit au niveau de la santé physique ou mentale, que ce soit pour les jeunes, des fois, de rajouter quelque chose à leur CV, de permettre de partager les connaissances ou en acquérir d'autres. Bref, ça a autant de bienfaits pour les gens qui en font que pour ceux qui en reçoivent. C'est sûr que c'est la 51e édition pour le Québec. Nous, ici, je pense qu'on est comme à notre 34e, 35e semaine qu'on souligne là, au niveau du bénévolat. Et nous, ce qu'on a prévu ici comme activité, donc le 28 avril, lundi, le 28 avril, à 15h35 sur les ondes de CHNC FM, on va faire le dévoilement du ou de la bénévole de l'année. De la façon qu'on procède, chaque mois, on dévoile un bénévole du mois ou une bénévole du mois parmi nos bénévoles actifs. Et c'est parmi ces 12 personnes-là que sera nominé le ou la bénévole de l'année. Ça va se passer le 28 avril sur les ondes de CHNC. Ensuite de ça, le comité des bénévoles pour aînés de Port-Daniel nous a organisé une activité dans le cadre de la semaine de l'action bénévole. Ça va se passer mercredi le 30 avril à la salle de l'Âge d'or de Port-Daniel. Et c'est pour les aînés, il va y avoir, puis pour les bénévoles aussi, il faut le dire, c'est la semaine. Donc, puis c'est organisé par le comité des bénévoles. Donc, même durant leur semaine, les bénévoles travaillent. Ça, faut le souligner, là, c'est important. Et ensuite de ça, nous, le Centre d'action bénévole, bien, on va recevoir nos bénévoles vendredi le 2 mai pour un déjeuner reconnaissance. Ça va se passer à la salle des 50 ans et plus de Passepébiac. On a lancé l'invitation à nos bénévoles. Donc, il va y avoir musique, prix de présence et un bon déjeuner là, avec les délices de Marie-Chantal. Donc, on attend nos bénévoles sur place le 2 mai. C'est en gros là, les activités qui vont se dérouler ici sur le territoire. On aimerait lancer un défi à tous les gens, dans le fond, qui bénéficient du bénévolat. Hein? Que ce soit un jeune, par exemple, qui joue au hockey envers son coach, que ce soit... par exemple, au niveau de nos églises, nos églises sont tenues à bout de bras par des bénévoles, que ce soit au niveau de nos bibliothèques municipales. Je pense à plein de secteurs d'activité, parce qu'on sait que c'est la semaine de tous les bénévoles. J'inviterai les gens à prendre le temps de remercier ces gens-là qui s'impliquent bénévolement dans nos communautés. Je pense à nos personnes qui reçoivent, par exemple, la popote roulante. Bien, lorsque vous aurez la livraison de la popote roulante cette semaine, bien, peut-être prendre le temps de dire merci aux bénévoles qui viennent vous porter la popote roulante. Donc, prendre le temps de dire merci à tout ce beau monde-là.
Dans quel secteur vous auriez des besoins, point de vue bénévole? Bien, c'est sûr qu'on en a besoin dans tous nos services d'une façon générale. Écoute, on parle de prendre la route vers le bénévolat. On a à peu près, nous autres, 150 personnes qui prennent la route du bénévolat avec nous. Mais malgré tout, il reste qu'il y a des... Comme on y va de manière locale, municipalité par municipalité, il y a des choses dans lesquelles on a effectivement plus de besoins. Je pense notamment aux visites amicales, à l'accompagnement en transport, à la popote roulante dans certains secteurs aussi où on a une petite diminution. Donc, ça, c'est les principaux. Mais écoutez, d'une façon générale, moi, j'invite les gens à me contacter pour, si ça les intéresse, d'en faire un petit peu plus puis de prendre la route, eux aussi, vers le bénévolat, au 418-752-5577, poste 6. Mais on aimerait, c'est ça, souhaiter une vraie belle semaine à tous nos bénévoles, puis à tous les gens qui œuvrent bénévolement dans la communauté, à tous ceux et celles qui ont pris la route du bénévolat l'an dernier et au cours de la dernière année, mais aussi ceux qui prendront la route du bénévolat. On a quand même, nous, une certaine quantité de bénévoles anglophones, donc we wish them a great week, great National Volunteer Week, and I hope you're going to have pleasure in that week, and thank you very much for all your involvement. La sympathique Marie-Claude Ricard nous présente la bibliothèque de semences qui est disponible pour tous au local situé à Bonaventure. C'est quoi l'événement aujourd'hui, Marie-Claude? Bien, c'est la fête des semences. Une petite fête de semences bien simple là, pour nous autres. Dans le fond, c'est un échange de semences pour présenter la bibliothèque de semences qui est située au local. Puis, on peut échanger des semences. Puis, je présente aussi les outils qu'on peut utiliser, qui sont accessibles à tout le monde ici. Et puis, répondre aux questions. S'il y a des gens qui ont des questions, on est début avril. C'est encore le temps de planifier le jardin, de planifier les rotations. Il y a beaucoup de monde qui sont un petit peu mélangés là-dedans. Fait que moi, je suis là pour répondre aux questions des gens. C'est quoi les genres d'outils que tu as? Bien, dans le fond, j'ai des outils par rapport à les tableaux de semences. Ça veut dire s'il y a des gens qui veulent semer à la maison, eux autres même leur plantule, bien, je mets pas les dates exactes, mais je mets les temps qui doivent rester à l'intérieur. Mettons, une tomate, c'est entre 4 et 6 semaines, ou 6 et 8 semaines, tout dépendant, une indéterminée ou une déterminée. Donc, j'explique ça ici, puis selon la date chez vous. Parce que si vous avez une serre chez vous, bien, elle va sortir plus tôt. Si vous n'avez pas de serre, c'est dehors, puis vous êtes en plein vent, elle va sortir plus tard. Parce que la tomate est une plante tropicale qui a peur du froid, elle n'aime pas le gel. Donc, fait que j'ai mis plein d'explications aussi, de spécificités sur chacun pour les semis. J'ai des outils qui existent sur Écoumène. Écoumène, c'est un semencier québécois. Et puis lui, il y a des outils par rapport aux semis, au temps de semis aussi, mais par rapport à tous les besoins, les exigences des plantes. Est-ce que c'est une plante très exigeante en compost? Non. Et puis, est-ce qu'elle a besoin de soleil? La distance? Ça nous aide beaucoup à monter notre plan de jardin. Surtout, mettons, on décide cette année, j'ai jamais fait de choux. Je veux me faire des choux parce que je suis allée suivre un atelier de choucroute avec Marie-Claude. Fait que je veux me faire mes choux, je veux faire ma choucroute l'année prochaine. Donc, je sais pas c'est quoi la distance, je sais pas c'est quoi son besoin parce que je l'ai jamais fait. Bien, les informations sont là. Et puis, j'ai aussi quelques livres. Un des meilleurs pour moi, c'est Yves Gagnon. Cet outil-là, ce livre-là, c'est mon livre de référence. Souvent, quand moi j'ai une question, je me pose une question par rapport à telle ou telle plante, bien, c'est quoi déjà la rotation de celle-là ou c'est quoi déjà l'insecte de celle-là qui est néfaste? Bien, je vais voir Yves Gagnon, c'est mon livre de référence. C'est ta Bible. C'est ma Bible. Pour le jardinier. Oh que oui! Tu sais, on est rendu au temps de l'année où on veut que ça soit vert chez nous. On veut semer des affaires. On veut que ça commence à pousser. Puis on les aime, nos petites pousses qui montent, puis c'est le fun. Mais attention, il faut pas faire l'erreur de semer trop tôt. Parce que nos plantes peuvent être trop grandes, monter en orgueil si jamais on n'a pas suffisamment de lumière, ou ils vont manquer de nutriments dans les pots. Il faut remettre des pots. C'est beaucoup plus d'ouvrage. Puis après ça, on a une plante qui est trop grande pour la maison. Puis quand on va la transplanter dehors, elle va être fragile. Elle risque de briser. Fait que si on coupe la tête, on oublie ça. Et puis, elle va avoir une certaine fragilité. C'est comme nous autres, mettons, on s'en va à l'hôpital, on se fait opérer à cœur ouvert. On a 5 ans, on est jeune, on va s'en remettre de même, on s'en rend pas compte. 2 semaines après, c'est quasiment, on s'en rend pas compte.
on a 65 ans, cœur ouvert, on en a pour des années à s'en remettre. C'est la même chose. Une plante, toute la vie est pareille. C'est juste que la plante, nous, on vit sur 100 ans, une plante va vivre sur 3 mois. Tu sais, on a chacun nos rythmes, mais c'est la même chose. Plus qu'elle est jeune, le moment de la transplantation au sol, le choc de transplantation lorsqu'on va la mettre au sol, si elle est plus jeune, elle va mieux s'en remettre rapidement. Son choc de transplant va être plus rapide que si elle est plus vieille. Fait que si on les part dans la maison 2-3 semaines plus tôt, parce qu'on les veut plus grosses, mais quand on va les mettre dehors dans le jardin, elle va passer 2 semaines sans bouger. On vient de perdre 2 semaines, on vient de perdre l'ouvrage, on vient de perdre... Tu sais, il faut faire attention. Vous voulez semer tôt au printemps? Au mois de février, là, c'est les oignons, les poireaux qu'on part dans la maison. Ça commence à être vert. Moi, mes poireaux, ça fait 2 fois que je les coupe déjà. Ça me fait des belles petites bousses de poireaux dans mes œufs le matin. C'est génial. À mi-mars, c'est le temps de faire les poivrons de serre, c'est le temps de faire les céleris raves, là, qui sont super beaux. Même les céleris raves ne sont même pas sortis encore. Gingembre, faites votre gingembre. On fait ça mi-février, le gingembre. Moi, il commence à germer, mon gingembre. Là, ça fait 1 mois et demi qu'il est parti sur tapis chauffant. Fait que, on veut partir ça tôt, on y va. Les autres, on fait attention, on essaie de suivre, leur donner qu'est-ce que la plante elle a besoin. On n'essaye pas, l'humain essaie toujours de modifier l'environnement pour notre besoin. On peut-tu être un petit peu plus sage et réfléchi et dire, je vais m'adapter aux besoins de mes plantes. La plante, elle va être bien plus heureuse. Puis en plus de ça, elle va plus me donner parce que je l'ai plus écoutée, mettons. Si vous êtes membre du loco local, vous pouvez venir quand vous voulez à la banque de semences. Vous venez apporter vos semences, vous venez prendre ceux que vous voulez, apporter vos semences que vous avez en trop, si vous en avez. Puis vous venez prendre même des semences qu'il y a beaucoup. Moi, je veux dire, j'ai ramassé beaucoup d'haricots, bien, j'ai partage. Ça fait partie de la permaculture, on partage des surplus avec les autres. Fait que gênez-vous pas. Venez jouer dans la banque de semences, dans la bibliothèque de semences, c'est là pour vous. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable lance un appel à la prudence, car il y a une présence active de la grande faune sur nos routes. Bonjour, Monsieur Langlais. Bonjour, Madame Pinault. Le ministère des Transports invite les gens à faire preuve de vigilance lors de leur déplacement. Pour quelles raisons? Bien évidemment, on est à une période de l'année où la faune, la grande faune se fait de plus en plus présente aux abords des routes. Donc, c'est une belle occasion pour rappeler à la population d'être vigilante lorsqu'elle circule sur le réseau routier, notamment en Gaspésie. Et évidemment, on tient à souligner que, évidemment, la sécurité des usagers de la route est une priorité pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Et bien sûr, on porte une attention continuelle là, vraiment au secteur où pourraient survenir des accidents impliquant la grande faune. Donc, on appelle les gens à la prudence, à la vigilance, mais également, c'est une belle occasion pour expliquer un peu qu'est-ce qui se passe justement du côté du ministère dans des actions à prendre, notamment pour réduire les risques d'accidents. Avez-vous des chiffres sur le nombre de collisions par année impliquant la grande faune? Oui, tout à fait. Au Québec, entre 2019 et 2023, il s'est produit en moyenne annuellement 7300 accidents routiers impliquant la grande faune. Et pour ce qui est du territoire de la Gaspésie, les chiffres que nous avons couvrent la période de 2021 à 2023. Donc, pour ces 3 années-là, on totalise 730 accidents impliquant la grande faune, ce qui donne une moyenne annuelle de 243. Et ce qui est important de mentionner, c'est que la majorité de ces accidents-là impliquent des cerfs de Virginie, donc les chevreuils. Une bonne partie de ces accidents-là, des 730, proviennent de collisions avec les cerfs de Virginie. Et évidemment, il y a d'autres grands cervidés là, qui peuvent être impliqués dans des collisions. Même chose pour des ours. Donc, ce sont les chiffres pour ce qui est du territoire de la Gaspésie. Ces données-là, est-ce qu'elles ont été compilées par le ministère des Transports? Bien, en fait, ce sont les accidents de véhicules routiers pour lesquels un rapport d'accident a été produit et complété. Les rapports ont été transmis à la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, ce sont les chiffres de la SAAC là, que nous vous transmettons aujourd'hui. Est-ce que la Gaspésie est l'une des pires régions concernant le nombre de collisions avec les animaux?
Je vous dirais que la Gaspésie figure en milieu de peloton. Il y a quand même des régions où on peut dénombrer plus de 1000, 2000 et même 3000 accidents impliquant la grande faune là, pour ce qui est des 3 dernières années. Donc, des moyennes annuelles qui sont plus élevées. Par contre, il y a d'autres régions qui se situent en bas de classement, mais je dirais que dans l'ensemble, la Gaspésie de la Madeleine figure en milieu de peloton. Si l'on est témoin d'un gros animal sur le bord de la route, est-ce qu'on doit le signaler? Oui, effectivement, il est possible de contacter Québec 511 simplement en composant le 511 et signaler la présence de l'animal. Il y a d'autres consignes de sécurité qu'il est important d'appliquer lorsque vient le temps là, de circuler sur le réseau en cette période-ci de l'année. Donc, on invite les gens à faire preuve de vigilance puisque malgré la mise en place de mesures d'atténuation, bien, ce ne sont pas des solutions infaillibles. Donc, il faut redoubler de prudence et c'est vraiment le meilleur outil pour les usagers de la route. Donc, améliorer, vraiment optimiser la vigilance lorsque les gens circulent sur le réseau routier. Donc, on invite les gens à respecter les limites de vitesse, à être vigilants, encore plus dans les secteurs où il y a des panneaux de signalisation qui indiquent la présence possible de cervidés ou de grandes faunes. Également, il y a des périodes du jour qui sont considérées comme étant plus propices à la présence de la grande faune aux abords des routes, entre autres au crépuscule, à l'aube, donc en fin de journée et en début de journée, particulièrement là, dans les mois de juin, juillet, jusqu'en octobre et novembre. Et évidemment, on invite les gens à être attentifs au secteur où la visibilité est réduite en raison, par exemple, de la présence de courbes, présence de pentes ou encore de végétation dense en bordure de la route. Et on invite les gens à ralentir immédiatement lorsqu'ils soupçonnent la présence de cervidés aux abords de la route. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des animaux qui sont nerveux, qui sont très imprévisibles, ils peuvent surgir sur la route à tout moment. Et lorsque vous croisez un animal aux abords de la route, vous pouvez également en informer les gens qui vous suivent derrière, donc en actionnant les freins à répétition, simplement pour signaler la présence d'un danger potentiel aux gens qui vous suivent sur la route. Et on invite les gens également à éviter de réaliser des manœuvres brusques, donc pour tenter d'éviter le cervidé ou l'animal. Donc, il y a un accident plus sérieux qui pourrait en résulter là, à la suite de manœuvres plus brusques. Donc, on invite les gens là, à ralentir de façon progressive lorsque vient le temps là, de réagir en présence d'un animal. Donc, la prudence avant tout. Merci beaucoup, M. Langlais. Merci à vous. Au revoir. Télévague a capturé des images de la mise à l'eau de 2 nouveaux navires construits par Conception Navale FMP. Et voici notre reportage. Télévague était présent lors d'un moment spécial pour Conception Navale FMP qui ont fait la mise à l'eau de 2 navires construits durant l'hiver 2024-2025. L'événement s'est déroulé en toute simplicité avec le rituel d'une marche symbolique des employés accompagnant les bateaux jusqu'à la mer. Les 2 navires ont pris la mer et seront amarrés respectivement à Gascon et L'Anse-à-Beaufils. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. En fait, c'est jour de fête chez Conception Navale FMP. On met à l'eau 2 bateaux qu'on a fabriqués pendant l'hiver. Et là, c'est ça, c'est le printemps. On sort les bateaux pour la pêche. Donc aujourd'hui, on met à l'eau 2 de nos réalisations qui ont été faites pendant l'hiver 2024-2025. Ça va être quoi l'utilité des bateaux? Les 2 bateaux sont destinés à la pêche au homard. Peux-tu me parler des spécificités de chaque bateau? En fait, les 2 bateaux sont identiques à la base. C'est des sister boats qu'on appelle. La seule chose qui va différencier, c'est vraiment les options que le client va prendre. Donc, exemple, dans nos 2 cas, on en a un qui a des vitres à l'arrière, on en a un qui en a pas. On en a un qui a des commandes à l'arrière aussi pour être un membre de l'équipage directement sur le pont. C'est des options là, qui sont ajoutables au bateau en tant que tel. Mais sinon, la conception du bateau sont identiques. Il y a combien de personnes qui ont travaillé sur la réalisation des bateaux? En tout, on est une équipe de 30. Et ce qui est le fun chez Conception Navale FMP, c'est que les employés travaillent tous sur le même projet. Donc, autant moi, à l'administration, je vais travailler avec les mêmes clients que la personne qui est en train de fabriquer le bateau, que la personne qui travaille le plan. On travaille toujours sur le même projet, ce qui fait que ça nous donne vraiment une ambiance de travail très le fun. Est-ce qu'il y a eu des défis techniques lors de la construction des bateaux? Il y a toujours des défis techniques, mais celui-ci a été quand même à l'abri de plusieurs défis. C'est un modèle qui a été amélioré par notre équipe.
Donc, c'est un modèle qui était déjà existant à la base, qu'on a retravaillé et retravaillé pour donner ce modèle-là. Je vous dirais qu'on a eu vraiment moins de problèmes ou de soucis, en fait, de construction. Puis, tu sais, je vous dis des problèmes, c'est plus des apprentissages parce que nous, on est une compagnie de conception, mais si on conçoit un prototype, il faut toujours apprendre de ce modèle-là. Mais ce que je veux dire, c'est que celui-là, on a eu vraiment, vraiment moins d'embûches. Conception Navale FMP, là, il a réalisé combien de bateaux? Cette année, on a réalisé 3 bateaux, donc les 2 que vous allez voir aujourd'hui, plus un bateau un peu plus gros qu'on a mis à l'eau ce week-end. Il devait partir plus rapidement pour la pêche au flétan. Donc, on a 3 bateaux nœuds de cette année, mais c'est en tout 10 bateaux sur lesquels on a travaillé. Exemple, vous voyez le Joliane 2. Le Joliane 2, c'est un remorqueur qu'on travaille pour les entreprises PEC. Donc, on s'est diversifié, en fait, chez Conception Navale. Au départ, on était vraiment une entreprise dans la pêche. Il a fallu se diversifier dans nos offres de produits. Donc, on offre aussi pour les remorqueurs, les barges, mais aussi les bateaux touristiques. À l'intérieur, présentement, on a le Delga, qui est le bateau des bateliers de Percé, qui fait l'allée vers l'île Bonaventure. Donc, c'est ça, ça fait partie de notre diversification. Donc, en tout, on a vu une dizaine de bateaux là, cette année sur notre chantier. Les 2 navires là, qui vont être mis à l'eau aujourd'hui, ça a une durée de vie de combien de temps? Ça, c'est une bonne question parce qu'en aluminium, c'est vraiment une durée de vie plus longue que si on était en fibre de verre. On parle d'une durée de vie minimale de 50 ans, mais surtout, c'est que c'est un matériel 100% recyclable. Donc, on parle que si après, exemple, les 50 ans, une personne décide de le laisser à l'abandon, mais on peut le reprendre, le recycler et faire d'autres choses totalement avec. C'est quoi vos projets à venir? À venir, on a des très gros projets. En fait, on aimerait entrer comme fournisseur pour le gouvernement canadien. Donc, on est dans des grosses démarches depuis quelques années. Et là, ça devrait aboutir bientôt, on l'espère. Mais on veut devenir fournisseur pour le gouvernement. Donc, c'est vraiment notre grosse optique, notre voie de l'avenir présentement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. La santé de nos dents, c'est important. C'est ce que nous explique Geneviève Poirier, propriétaire de la clinique d'hygiène dentaire Fée Poirier, située à Saint-Siméon. Pouvez-vous me présenter l'entreprise que vous avez ouverte à Saint-Siméon? OK. Bien, l'entreprise, c'est la clinique d'hygiène dentaire Fée Poirier. Fée Poirier étant, Poirier, mon nom de famille. Fée parce que c'est mon surnom. Ça fait longtemps qu'on m'appelle comme ça. Donc, c'est une clinique dentaire où que c'est des soins d'hygiène, de prévention, de dépistage de maladies de gencives. Donc, je suis en pratique autonome. Ça veut dire sans dentiste. Donc, il n'y a pas d'examen ici, pas de traitement de canal, de réparation de caries. C'est simplement nettoyage, prévention. Fait qu'en gros, c'est ça. Mais je reçois clientèle de début 2-3 ans jusqu'à tout le monde qui a des dents, finalement. Fait que en gros, c'est ça la clinique. Est-ce que c'est nouveau qu'une hygiéniste dentaire peut ouvrir sa propre clinique? Ben là, oui. Oui, c'est nouveau. C'est nouveau parce que c'est 2020. Septembre 2020, les hygiénistes dentaires, on a eu l'autonomie. Donc, on peut pratiquer en pratique autonome. Donc, plus besoin de travailler pour un dentiste ou en CLSC. Donc, c'est relativement nouveau. Ça fait longtemps qu'on avait ce combat-là. Je dis un combat, là, quand même. On a travaillé fort pour l'avoir. Puis, finalement, ben on l'a eu. Fait que mais on est quand même plusieurs maintenant. Oui.
Est-ce que c'est de même partout au Canada? Ça a toujours été. Au Canada, au Québec, on était la seule province où on n'avait pas la possibilité de travailler comme hygiéniste autonome. Qu'est-ce que vous pouvez offrir ici à la clinique à part les nettoyages de dents? OK. Ben, dépistage de maladies de gencives. Donc, tu sais, je vois pas de patients en urgence qui a mal aux dents parce qu'il y aurait une carie, exemple. Je peux pas faire de diagnostic. Mais je fais des nettoyages. On fait des scellants, application de fluorure, obturation temporaire, blanchiment avec prescription de dentiste. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut faire, des suivis. Les gens, souvent, des fois, je travaille en collaboration aussi avec un parodontiste. Le plus proche ici, ben, c'est Rimouski. Donc, lui, ben, il va le faire pour un traitement de maladie de gencive. Moi, je vais faire les suivis. Donc, mais qui reste comme un nettoyage aussi. Donc, ça, c'est des sphères que je peux toucher. Avez-vous une bonne relation avec les dentistes de la région? C'est vraiment, je suis une privilégiée, très chanceuse. Moi, ça fait 12 ans que je suis dans la région. J'ai travaillé 8 ans à Bonaventure pour Dr Poirier. On a encore une super bonne relation. Je travaille avec les dentistes à New Richmond, mais aussi Maria. Fait que oui, ici, la coopération est très, très bonne. Puis tant mieux. Tant mieux parce que c'est la population qui en bénéficie. Tu sais, on est un complémentaire, on a chacun notre mission. Donc, puis pouvoir, tu sais, moi, s'il y a quelque chose qui m'inquiète, bien, je vais référer les patients à leur dentiste traitant, qui malheureusement, présentement, ne peuvent pas les voir. En passant, au Québec, on est la région, la province au Canada où il y a le plus haut taux de carie. On retourne de loin. Tu sais, il y a eu une époque où on enlevait des dents. Donc là, il y a une rééducation à faire. Essayer d'éduquer la population à dire, ben là, c'est important de garder nos dents. On peut pas juste en enlever une parce qu'elle leur pousse pas là-dedans. C'est sûr que là, il y a un nouveau programme, le programme avec le gouvernement fédéral qui est arrivé. Puis là, on se retrouve à avoir une population qui est un petit peu plus âgée, vieillissante, on va dire 70, même 80. J'ai des patients de 90 qui n'avaient jamais été chez le dentiste, qui n'avaient jamais eu de nettoyage parce que ça n'avait pas été inculqué, tu sais. Puis c'est pas de leur faute, là. Je suis pas dans le jugement. Donc, ben là, on les voit, ces patients-là. Fait que tant mieux. Puis c'est sûr, mais ça commence jeune. Moi, je vous dirais, ça commence quand ils sont tout petits à la maison, puis les habituer à venir avoir des nettoyages. Puis ça, ben ça va être habitué, puis ça va leur suivre toute leur vie. C'est quoi le lien entre les dents et la santé globale? Il y a un bon lien. La bouche, là, je vous annonce, si vous ne le saviez pas, ça fait partie du corps humain. Souvent, quand on va chez le médecin, on regarde les yeux, les oreilles, la gorge, on regarde partout, mais on ne regarde pas toujours les dents, s'il y a du tartre, s'il y a des saignements. Il y a un lien qui est très, très fort. La bouche, c'est le portrait du corps humain. Donc, une bouche qui va pas bien, qui a des saignements, qui a beaucoup de bactéries, mais le sang, ça se promène dans le corps. Fait que si ces bactéries-là se logent à quelque part d'autre, ben, on peut avoir des problèmes. Entre autres, on voit beaucoup maladies de gencives, problèmes cardiovasculaires, les maladies systémiques. Il y a un lien très, très fort. Souvent, les patients vont venir me voir, je remplis un questionnaire médical juste à regarder les médicaments qu'on prend. Les gens sont diabétiques, maladie de Crohn. Là, j'ai déjà un portrait de la bouche. C'est pas nécessairement toujours avec l'hygiène. Tu sais, on a relié souvent à maladie de gencive, on brosse pas les dents. C'est faux. On est prédisposé souvent à ça. Puis là, ben, quand on est prédisposé à maladie de gencive, ben là, il y a des choses qu'il faut faire, comme avoir des nettoyages régulièrement. Oui. Ça fait quelques mois que vous êtes ouvert. Est-ce que vous avez une bonne achalandage? Oui, beaucoup. Je couvre de nouvelles jusqu'à percer présentement. C'est sûr que c'est au-dessus de mes espérances. Je le savais qu'il y avait un manque flagrant. Je le savais qu'il y avait un besoin dans la région de la Baie-des-Chaleurs, ben, partout au Québec d'ailleurs. Mais je m'attendais pas à ça. Présentement, si vous voulez avoir un rendez-vous, je suis rendue à l'été, là. Donc, puis, ben, tant mieux pour moi, mais tu sais, le but, c'est pas être plus capable de voir personne non plus, tu sais. Donc, ça prend d'autres hygiénistes, ça prend d'autres cliniques, puis ça prend d'autres dentistes aussi. Donc, mais oui, les horaires se remplissent vite. Bien, merci beaucoup à Geneviève et bravo pour votre initiative. Merci. Ceci conclut notre édition d'HebdoCAD du 20 avril. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Passez une bonne semaine!